vous avez eu à prendre de voter sans débat le budget du ministère des Forces armées. C'est le sens de la responsabilité. Depuis le président Senghor jusqu'au président Abdou Diouf, en passant par le président jusqu'au président Macky Sall, en passant par le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, il y a eu toujours un consensus fort autour de notre armée. Cela n'a jamais été démenti. Parce que dès le départ, le président Senghor s'est inspiré de la pensée d'un stratège militaire, Sun Tzu. Et je voudrais vous livrer cette pensée, pleine de sagesse, et qui répond à la décision que vous venez de prendre cet après-midi. Voilà ce qu'il disait. Et c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'art de la guerre. Il dit, la guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter avec légèreté. Quand il s'agit de notre armée, il s'agit à la fois du présent et de l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je voudrais pouvoir vous dire ce que j'ai pu dire au niveau des commissions. En plénière ici, résumer ma pensée, faire la synthèse de ce que j'ai eu à dire. Ce qui voudrait dire que je l'ai pu vivre. Je voudrais d'abord remercier le président Macky Sall, qui m'a fait l'honneur de me nommer à 3 postes de souveraineté respectifs. De la justice aux affaires étrangères, voilà mon illustre prédécesseur à ce poste prestigieux et au ministère des Forces armées. Je voudrais pouvoir vous dire, c'est juste pour l'histoire, que ce poste a été occupé par le président Senghor, qui était président de la République et ministre de la Défense, de 1968 à 1970. Ce poste a été occupé par le Premier ministre d'alors, Abdou Diouf, de 1970 à 1972. Cela voulait dire l'importance de ce poste, dont le premier à l'occuper était Wade Diagne. Et le second, Mamadou Dia. Jusqu'au dernier, Auguste Ndine, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs pour le travail remarquable qu'ils ont eu à faire pour notre armée. Et cette armée a 4 caractéristiques principales qu'il faudrait retirer. Le concept nation, armée, nation. Oui, Abdoulaye Baldé qui est dans la ville jusqu'à Auguste. Je voudrais que vous me ici. Et il a tenu des propos d'une rare élégance pendant la commission, je l'en remercie. Et je lui ai demandé quand j'étais à Ziguinchor une question. Qu'est-ce que le ministre des Forces armées doit faire? Qu'est-ce que le ministre des Forces armées ne doit pas faire? Pour que mon conseil. Je voudrais pouvoir vous dire, Monsieur le Président, le concept armée-nation. Vous le voyez bien, le président avait tenu armée-nation. On n'a pas dit armée et nation. Il n'y a pas de conjonction et, mais c'est pour insister sur le lien organique entre nation et armée. Parce que cela se conjugue avec l'union, avec la communion, avec l'intégration. Donc, ce qui fait que tous les fils du Sénégal, tous les enfants du Sénégal, de Fongololi à Ourossogui, tous ensemble sont dans le creuset de la paix, où tous se font et se confondent autour des valeurs
de civisme, de discipline, de fraternité, d'amitié, de patriotisme et de convivialité. C'est une armée de développement, parce qu'elle a été liée à toutes les actions de développement au niveau de l'indépendance, partout, dans les pistes de production, dans la construction des ponts. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'autres choses, quand je pense au Sénégal oriental, quand il était question d'avoir aujourd'hui une production bananière qui va passer de 26 000 à 50 000 tonnes, le président de la République Macky Sall demandait que l'on puisse entamer toute cette partie jusqu'à Vélingara. Et mon Oumar Sall, qui est dans cette zone, est en train de s'y employer pour que nous ayons ces 50 000 tonnes. Je vais vite. Mais c'est aussi une armée républicaine et légale. Et je voudrais, à ce propos, vous rappeler un fait historique. Et il est important de le souligner rapidement. Parce que la compétence de la défense nationale était une compétence partagée entre le président du Conseil et le président de la République. Il était dit que le président était le chef des armées. Mais le président du Conseil disposait de l'administration et de la force armée. Et lorsque Senghor lui-même l'explique que les officiers sont partis le trouver au niveau du palais, il est descendu avec la constitution sénégalaise pour montrer qu'il est le chef des armées et on l'a su. Pour résoudre définitivement cette question qu'il n'y ait pas de quiproquo, l'article 45 de notre constitution dit que le président de la République est le chef suprême des armées. Voilà pourquoi chef suprême des armées vient pour montrer la verticalité du commandement qui remonte au président de la République. Je voudrais donc dire que depuis lors, vous n'avez pas vu cette armée engagée dans l'aventure du coup d'État. Alors que c'est ce qui se passe ailleurs, dans plusieurs pays d'Afrique. Vous avez vu cette armée aussi, à travers sa forme légale, mais aussi cette armée qui a toujours intégré les valeurs de patriotisme et de courage. Je voudrais rappeler, quand on parle de cette armée, de sa réputation mondiale, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont incarné ces valeurs. En 1882, le sergent Malamine, quand il était sur les rives du fleuve Congo, et que Sandé est venu le visiter avec 3 bateaux, avec près de 700 Zanzibariens, il a résisté. Il n'était que 3. Et avec la ruse, il a fait comprendre à Stanley, m'attaquer, c'est aussi s'attendre à une attaque d'une armée plus puissante. C'est ce valeur de courage. Et Stanley a abdiqué, qui est un patrimoine aussi de notre armée. C'est cette valeur de courage qui fait que les Nations Unies ont reconnu à Mbaye Ndiaye, en instituant la médaille Mbaye Ndiaye. Cela est assez important à reconnaître. Mais ce défi, c'est qui a permis à Seydou Diouf, une policière, une Sénégalaise, d'être primée par les Nations Unies dans une zone où il y a beaucoup de difficultés. Là où elle défend, elle mène la lutte contre le viol, qui est devenu une arme de guerre, où le corps de la femme est un champ de bataille pour les combattants. Je voudrais pouvoir vous dire ça, ils sont nombreux. Anonymes, soldats du rang, tous ensemble, qui ont donné leur sang. Parce que le militaire, c'est le renoncement à beaucoup de choses, le soldat. C'est le renoncement jusqu'à la vie, pour donner la vie aux autres, pour protéger les autres de la mort. C'est l'engagement jusqu'au sacrifice suprême. Et récemment, 4 de nos soldats sont morts. Vous l'avez vu en Centrafrique. Et tout cela montre l'engagement des soldats sénégalais. Mais c'est une armée qui est acteur de paix mondiale. Dans tous les théâtres du conflit, Monsieur le Président, vous le savez, en 1960 déjà, dans le cadre de la fédération, l'armée sénégalaise était au Congo, quand elle a été confrontée à la sécession katangaise. Moïse Tombé, là où Dag Hammarskjöld est décédé, premier secrétaire général des Nations Unies, l'armée sénégalaise qui était pour défendre la paix dans ce pays. Parce que les valeurs qu'elle met en avant, ce sont les valeurs de liberté, mais c'est aussi les valeurs de droit,
à la vie de tous les peuples du monde, parce que nous sommes attachés aux idéaux et aux valeurs des Nations Unies. Et c'est cela l'armée sénégalaise. Et je voudrais pouvoir vous dire une chose, et vous rassurer, parce que nous sommes dans la responsabilité. C'est le message que vous avez fait sortir cet après-midi. Et ce qui me fait dire que je suis fier de notre Assemblée nationale et de ses députés. Parce que ce dont il s'agit, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Mais au-delà, quand on a eu à définir le concept de défense et de sécurité du Sénégal, vise la sécurité humaine, c'est-à-dire assurer toutes les sécurités dont a droit le Sénégalais. Sécurité, évidemment, sécuritaire, mais sécurité politique, mais sécurité économique, sécurité au niveau de la santé. Toutes ces sécurités qui permettent à notre armée de pouvoir demain faire face. Vous savez, l'insécurité peut frapper partout. Et c'est pour cela que je vais terminer en vous disant qu'il faut se rappeler une seule chose. Et je vais reprendre cette belle citation latine, qui est un monument de sagesse que toutes les écoles de guerre et tous les états-majors de tous les pays du monde s'inspirent pour déterminer ce qu'est la politique de la défense. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Qu'est-ce que ça dit? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Une formule qu'on a pu trouver dans le livre de Végès, sur le traité des choses militaires au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'autre, c'était au 4e siècle. Je voudrais donc qu'on nous mette tous les moyens pour pouvoir faire face et ne pas attendre quand on a des difficultés. Hier, on disait que le Sénégal était vendeur de cacao, mais qu'il avait de la matière grise. Mais par la volonté d'Allah, nous avons aussi le pétrole et le gaz. Et nous les avons loin de nos côtes. Et nous avons 500 km de côtes à protéger. Nous devons nous mettre dans les conditions de défendre à la fois l'intégrité territoriale, mais l'espace maritime, l'espace aérien, et même mieux, avec les nouvelles formes de crimes que nous connaissons aujourd'hui, la cybercriminalité, la cybersécurité, il est important de se protéger de tous ces nouveaux risques qui peuvent affecter gravement notre souveraineté internationale. Je vous demande donc de faire confiance à notre armée. Je vous demande de les soutenir. Je vous demande de faire bloc avec cette armée. Quand je dis armée, je parle de nos forces de défense. Je pense à la gendarmerie, à cette force de continuum. Parce qu'en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre, elle est toujours prête à intervenir, une arme d'élite au service de la sécurité civile. Je pense à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, qui ne dorment pas, qui ont pris le pacte de donner la vie pour assurer nous, notre vie, l'avenir de nos enfants, et nous permettre de dormir chaque nuit sur nos deux oreilles. Je voudrais tout simplement dire ce qui leur divise, en vous remerciant de votre précieuse attention. On nous tue, on ne nous déshonore. Je remercie